Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo qui va porter sur... en fait, c'est la dernière capsule de la séquence 5. Donc, pour vos notes de cours, c'est la séquence 5 partie 4. Donc, c'est la dernière partie. La prochaine capsule va porter sur la séquence 6. Alors, on termine vraiment le système nerveux central aujourd'hui. On va parler beaucoup plus de l'encéphale. Donc, on avait déjà passé beaucoup de temps sur les nerfs spinaux, la moelle épinière. On avait même vu dans la moelle épinière les différents faisceaux et tractus. Et je vous avais parlé également des moyens de protection de l'encéphale. Donc maintenant, vous êtes pas mal blindés. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de regarder justement cet encéphale. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, puis comment on est fait, puis à quoi ça sert. En gros, ça va être pas mal ça. Donc, ça va être le sujet de cette capsule. Maintenant, très rapidement ici, parce que vous commencez à être bon, c'est des choses qu'on a déjà vues, donc c'est plus un rappel, système nerveux central ou SNC, c'est la même chose. C'est deux choses, c'est la moelle épinière, ici en orange, et l'encéphale. Donc évidemment, l'encéphale, c'est le centre par excellence. Exemple, le cerveau qui va analyser une multitude d'informations. Vous ne réalisez pas, là, mais à la seconde, vous avez des milliards d'informations qui transitent vers l'encéphale pour l'informer de tout ce qui se passe, en fait, tant au niveau des stimuli externes de votre environnement que les stimuli internes à l'intérieur de votre corps. Donc, lui, il analyse tout ça, il intègre tout ça, puis il prend des décisions. La moelle épinière, c'est aussi un centre, plus impliqué, exemple, dans les réflexes, par exemple. On a déjà un petit peu parlé dans la dernière capsule. Donc, on a tendance à oublier que c'est aussi un centre qui intègre certaines informations, certains stimuli. Beaucoup moins large que l'encéphale, mais il ne faut pas oublier que la moelle épinière aussi fait partie du SNC. Mais le sujet de la capsule aujourd'hui, la moelle épinière, on a déjà réglé ça. Donc, c'est vraiment ici l'encéphale et le cerveau. Maintenant, la première chose que je montre ici, c'est les nerfs crâniens. Donc, avant de vous parler de ça, en fait, je vais aller au tableau tout de suite. Et si on résume, l'ensemble des capsules qu'on a discutées jusqu'à date, donc évidemment, je fais toujours le même genre de dessin. L'encéphale, le tronc cérébral que j'ai un petit peu parlé de façon officieuse, on en parle plus en détail aujourd'hui, et la moelle épinière. Donc, ce que je vais faire en pointillé ici, c'est pour séparer ma moelle épinière de l'encéphale. Ça veut dire que le tronc, ici cérébral, et le cerveau, exemple, tout ça fait partie de l'encéphale. Et bien sûr, on avait vu, entre autres choses, qu'il y avait différents nerfs, types de nerfs. On avait vu des nerfs mixtes et tout ça, mais on pouvait aussi les classer selon leur localisation. Donc, je parlais des nerfs périphériques pour l'ensemble des nerfs qui vont innerver, exemple, vos bras, vos jambes, le dos, peu importe. Donc, ils sont un peu partout dans votre corps. Il y avait ensuite les nerfs spinaux qu'on a beaucoup parlé avec la racine dorsale ventrale, donc 31 paires à droite, 31 nerfs spinaux à droite, 31 à gauche, donc 31 paires. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup des nerfs crâniens. Donc, vous saviez qu'il y avait 31 nerfs spinaux, donc au niveau de la moelle épinière, les nerfs qui se raccrochent à la moelle. Mais là, ce que je vous dis, c'est qu'il y a 12 nerfs crâniens, 12 paires de nerfs crâniens, et crâne réfère à tête, donc c'est 12 paires de nerfs qui sont coincés dans votre tête. C'est la dernière classe de nerfs qu'on va parler aujourd'hui. Donc, essentiellement, pour moi, il y a deux sujets dans cette capsule. L'encéphale, de quoi il est composé, les différentes parties de l'encéphale et leurs rôles respectifs, et les nerfs qui se raccrochent à l'encéphale, ce qu'on appelle les nerfs crâniens. Et à part une exception que je vous parlerai tantôt, 11 des 12 nerfs crâniens sont confinés, sont coincés dans la tête. Il y en a un seul qui est capable de sortir par le tronc et d'aller au niveau de la moelle et sortir dans votre corps. C'est une exception. Les autres nerfs crâniens, donc les 11 autres, sont coincés. Et un exemple que je vous donne, je vais tous les voir en détail tantôt, mais un exemple facile pour l'instant, c'est vos nerfs optiques. Tu as le nerf optique droit, gauche, donc les deux nerfs attachés à vos deux yeux, qui transportent des influx nerveux associés aux images que vous voyez présentement, exemple. Et bien sûr qu'on va se brancher dans l'encéphale, dans une région précise de l'encéphale, qui va être dédiée à l'analyse des informations visuelles, puis c'est comme ça que vous arrivez à voir votre environnement. On a le même genre de nerfs pour l'olfaction, ce que vous allez sentir, donc ou entendre, et peu importe. Donc, pour chacun de ces éléments-là. Mais ils vont se brancher, donc, à différents endroits de l'encéphale. Et ça, c'est peut-être une question que vous vous demandez. Ceux qui font des liens avec les dernières capsules, puis qui se disent « Ouais, ben, les nerfs spinaux, ils se raccrochent à la moelle épinière. Les nerfs crâniens, il faut bien les accrocher quelque part. » Donc, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que la très grande majorité de nerfs crâniens, à part de deux exceptions, vont s'accrocher au tronc cérébral.
Donc, pour l'instant, c'est pas à retenir, mais on avait déjà vu officieusement, je le ferai en détail tantôt, là, ça sera plus officiel, mais officieusement, vous savez que le tronc cérébral, il y a 3 parties. On avait vu le bulbe, le pont et le mésencéphale, et je l'avais dit rapidement que les faisceaux tractus, pour nous aider un petit peu, mais c'est aujourd'hui qu'on va voir cette notion-là officiellement. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est simplement que les nerfs crâniens, généralement, vont se brancher à un des 3 endroits du tronc. Il y en a qui vont passer par le mésencéphale, d'autres par le pont, d'autres par le bulbe. Donc, 10 des 12 nerfs vont se connecter quelque part, soit ceux à droite, soit ceux à gauche, dans le tronc comme ça. Et c'est ça la différence. Donc, spinaux accrochés à la moelle épinière, crâniens sont accrochés pour la plupart à un certain niveau du tronc. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Bien, tout comme les faisceaux tractus qui amenaient l'information par la moelle. Par exemple, le nerf spinal, ici, on a vu la dernière fois qu'on amène l'information, par exemple, je sais pas moi, les faisceaux des tractus gracile, cuniforme, spinothalamique latéral ou ventral, et on s'en allait vers une région du cerveau qui s'appelait le thalamus. Et lui va redistribuer au bon endroit. Bien, il y a beaucoup de ces nerfs crâniens-là qui vont aller à le même endroit. Donc, on s'en va au thalamus, puis lui va redistribuer ça au bon endroit. Il y a quelques exceptions qu'on verra plus tard, exemple les nerfs optiques qui rentrent directement dans le thalamus. Mais peu importe, ce que je veux vous faire voir et qui n'est jamais clair dans le manuel ou dans les diapos, c'est qu'il faut considérer un peu l'encéphale comme le terminus. Hein, c'est le point d'un point de vue sensitif, c'est le terminus, hein, c'est la fin. C'est là qu'on veut se rendre, c'est notre objectif de voyage. Et pour le reste, c'est des points d'entrée différents, mais on finit tous à la même place ou à peu près au niveau du cerveau. Donc, c'est vrai que Spino rentrait par la moelle, mais on montait vers le thalamus. Puis les nerfs crâniens, on se branche à une des 3 sections du tronc, mais on finit tous aussi dans le thalamus et lui nous redistribuera au bon endroit. Et ici, dans les 12 paires dans les 12 paires de nerfs crâniens, ça va, mais les nerfs optiques rentrent directement dans le thalamus. Donc, c'est comme on court-circuite le tronc, tout simplement parce que les yeux sont un peu plus hauts. Donc, on rentre direct dans le thalamus. Mais sinon, tout le monde passe par le thalamus, ou à peu près. On verra plus tard que l'odorat va se connecter dans une autre région. C'est pas à retenir pour aujourd'hui, je le mentionne, là, mais c'est pas le fun. Une région que je mets un H ici, un hypothalamus, là, ce qui est relié à votre nez pour sentir rentre dans le thalamus. Pas dans le thalamus, dans l'hypothalamus. Mais ça, vous pouvez oublier ça pour l'instant. C'est trop détaillé, on verra ça en temps et lieu. Pour l'instant, qu'est-ce qui est important? Tout ce que je vous demande maintenant, ben, les nerfs spinaux, on en a parlé déjà beaucoup, vous êtes correct. Quand je parle des nerfs crâniens, la plupart d'entre eux sont confinés dans votre tête, donc ils ne sortent pas de là, à part une exception qu'on verra tantôt, et on va se brancher pour la plupart sur une section du tronc cérébral, comme ça, à la base du cerveau. Éventuellement, pour la plupart, on converge vers le thalamus, et le thalamus redistribue aux bonnes régions spécialisées du cerveau, tout simplement pour amener l'influx nerveux à la région spécialisée. Donc, exemple, si c'est un influx associé à la vision, on amène ça dans les aires visuelles qui sont là pour détecter et analyser les informations visuelles. Si c'est auditif, on va dans la région auditive, évidemment. Okay? Donc, ça, c'est comme un peu la base, en fait. Maintenant, ça devrait devenir plus clair, ce dessin-là. Donc, ici, que ce soit sur la droite avec un vrai encéphale ou à gauche avec un schéma, on remarque que c'est pas mal la même chose. Hein? Donc, là, ici, c'est comme si on regardait en dessous de l'encéphale, en dessous du cerveau. Okay? Donc, il est comme sur le dos un petit peu, puis on regarde en dessous, tout simplement. Et ce que j'encercle ici, c'est justement le tronc cérébral. Et ce que vous remarquez, les espèces de tiges jaunâtres ici comme ça, c'est justement les différents axones qui font partie des différents nerfs crâniens. Et là, on voit qu'ils se connectent à différents endroits. Donc, c'est pas à retenir par cœur, jamais je vais vous demander ça. Mais exemple, je sais pas, moi j'en prends un au hasard, le nerf glossopharyngien, okay, qui est un nerf crânien, mais lui vient se connecter sur le bulbe rachidien. Donc, on voit qu'il rentre dans le bulbe comme ça. Ce que vous ne voyez pas après, parce qu'on montrait vers l'encéphale, dans la région du thalamus. Mais ce qu'on veut faire remarquer, c'est que tous ces 12 nerfs-là, ils ont chacun des points d'entrée différents, souvent beaucoup dans le pont et le bulbe, quelques-uns dans le mésencéphale, mais on rentre justement quelque part dans ce tronc-là. Sauf exception, comme je te disais, exemple, le nerf optique qui va rentrer directement, qui court-circuite un petit peu le tronc. Maintenant, tous ces nerfs crâniens-là, jamais je vais vous demander de les identifier sur un schéma. Jamais je vais vous demander de me dire à quel endroit
Exemple, le nerf abducens passe, puis il se connecte ou dans le pont, ou dans le mésencéphale, ou dans le bulbe rachidien. Okay? Donc ça, c'est pas important. Moi, ce que je vous demande, c'est de connaître leur fonction. C'est ce que je vais faire ici. Il y en a 12, ça vous semble toujours très compliqué. Vous n'avez pas tort, c'est du par cœur plate. Mais il y a deux bonnes nouvelles, en tout cas de mon point de vue. La première, vous ne le savez pas, mais il y en a au moins 2 ou 3 que vous savez déjà ou que vous êtes capable de déduire, vous allez voir. Et l'autre chose, c'est que je ne vais pas autant en détail que le manuel. Je ne demanderai pas tous les 20, tu sais, il y a des nerfs là, qui ont une quinzaine de fonctions, puis très spécifiques, puis tel muscle et tout ça, je ne vais pas là. Je veux une idée générale, et toujours avec le même objectif que j'ai fait dans les dernières capsules, que si je vous dis, le nerf optique est sectionné suite à un accident, qu'est-ce qu'il va avoir comme impact chez votre patient? Qu'est-ce que tu t'attends? Ben, si le nerf optique est touché, puis tu sais qu'il est associé à la vision, tu t'attends qu'il soit aveugle. Même si l'encéphale fonctionne, même si tout le reste est beau, ça ne marche pas. Donc, si le patient se plaint qu'il a un problème d'odorat, puis qu'il ne sent plus rien, ben là, tu te dis, ouais, ça ne prend pas avec la lésion avec l'optique, c'est qu'il y a un autre problème à identifier. Puis s'il voit bien, ben, tant mieux, mais là, tu peux être un peu surpris parce que tu t'attendais qu'il y ait une vision affectée. Donc, c'est l'intérêt d'apprendre les fonctions des nerfs. Et c'est toujours le même genre de question, c'est de savoir, ben, s'il y en a qui ne marche pas, ça va être quoi l'impact chez la personne. Donc, j'ai focusé sur... En fait, on va faire le tour de chacun d'entre eux. Et vous allez voir, il y en a des plus importants que d'autres que je vais donner un peu plus de détails, évidemment, à connaître pour l'examen. J'ai fait pas en ordre, je vais y aller avec les faciles. Tu sais, quand je vous disais, oui, il y a du par cœur, mais il faut être opportuniste, olfactif, optique, puis même vestibulo-cochléaire. Je suis pas mal sûr qu'il y a bien des gens qui connaissent ça. Puis l'oculomoteur, on peut le déduire juste avec le mot. OK? Donc, premièrement, chaque nerf crânien, il y a un chiffre qui le désigne. Exemple, le nerf optique, c'est le nerf NC pour crânien, donc nerf crânien 2. L'abducens, c'est le nerf crânien 6. Okay? Est-ce que je vous demande d'apprendre les chiffres romains? Bien sûr que non. Puis je ne vous demanderai jamais de me dire, exemple, le trijumeau, c'est le 5. Ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y a des enseignants qui le font, c'est correct, mais je peux te garantir que dans 6 mois, même avant ça des fois, puis dans 3 ans, quand tu vas travailler, tu ne sauras aucunement les numéros de tes nerfs. Et où est l'intérêt de mon point de vue? Là, il y a bien de mes collègues qui pourraient me chicaner, mais où est l'intérêt? Tu sais leur chiffre, mais tu ne sais pas à quoi ça sert. Qu'est-ce qui est le plus important? Si tu as un accidenté de la route, pour savoir que le nerf optique, c'est 2, c'est qu'il risque d'être aveugle. Ça compte pour moi. Okay? Donc, on focus vraiment sur les fonctions. Puis comme je disais tantôt, les fonctions de base. Donc, les principales que je vais te donner, c'est suffisant. Mais si vous lisez un petit peu votre manuel, vous allez vous rendre compte qu'il y en a que c'est pas mal plus poussé que ce que je vais dire. C'est donc un minimum que je vous demande, évidemment. Donc, facile. On élimine les faciles. Olfactif, olfaction, c'est donc, évidemment, olfaction, vous le savez, ça veut dire sentir. Vous respirez le parfum d'une fleur, je ne sais pas trop. Ben, c'est ça. Hein? Quand on parle de récepteurs au niveau du nez, puis les influx nerveux qui vont être générés par le nerf olfactif, c'est donc un nerf essentiellement sensitif, hein, qui transporte les informations comme ça dans les bonnes régions du cerveau qui va permettre d'analyser les différentes odeurs. Donc, ça, c'est facile. Alors, évidemment, quelqu'un qui est brisé au niveau, que son nerf olfactif ne fonctionne pas, ben, il perd des capacités au niveau de l'odorat. Optique, j'en ai parlé, c'est pour la vision. Donc, 2 nerfs qui sont branchés à vos 2 yeux, qui transportent les influx nerveux associés à ce que vous voyez. Donc, évidemment, si ça ne fonctionne pas, tu es aveugle. Et le vestibulo-cochléaire. Peut-être que vous ne l'avez jamais entendu parler, mais souvent, j'ai des étudiants dans ma classe, quand je donne le cours, je vous demande un implant cochléaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Puis souvent, les étudiants disent, oui, j'ai vu ça à la télé, je connais quelqu'un qui a ça, c'est assez fréquent. C'est souvent pour traiter les personnes qui sont sourdes, qui perdent l'audition. Il y a une partie dans l'oreille interne qui s'appelle la cochlée, on verra ça en séquence 6, en étudiant les sens, qui en fait, est dédiée à l'analyse des ondes sonores, si vous voulez, pour percevoir justement les différents sons. Donc, évidemment, cochléaire, audition, la première fonction importante, c'est ce que vous entendez. Okay? Donc, l'audition, c'est sa fonction. Si ce nerf-là ne fonctionne pas, vous risquez d'avoir des problèmes d'audition. Vestibulo réfère à une autre fonction du nerf qui joue un rôle dans l'équilibre. Donc, le fait de vous maintenir droit sans perdre l'équilibre, sans tomber. Donc, l'audition, c'est assez particulier. Hein? L'oreille interne est bien sûr associée à l'audition, au sens de l'audition, donc, mais aussi au maintien de votre équilibre. Et on verra que dans l'encéphale, il y a une structure qui s'appelle le cervelet, qui travaille beaucoup à la coordination musculaire pour le maintien de l'équilibre. Mais il y a des structures particulières dans l'oreille interne qui n'ont rien à voir avec l'audition,
aucun rapport avec ce que vous entendez, mais qui joue un rôle très important dans le maintien de l'équilibre aussi. Et il y a donc des récepteurs dédiés à ça qui vont aussi utiliser le nerf vestibulo-cochléaire pour envoyer de l'information à l'encéphale, justement pour l'informer du positionnement de votre corps et de maintenir cet équilibre. Donc, ça, on verra ça en détail en séquence 6. Pour aujourd'hui, tout ce qui compte, c'est que si tu vois le terme nerf crânien et vestibulo-cochléaire, les deux effets principaux, si ce nerf-là ne fonctionne pas suite à un accident, exemple, bien, l'audition, capacité d'entendre va être affectée, possiblement, ou encore l'équilibre de la personne. On pourrait avoir plus de difficultés à maintenir l'équilibre et tout ça. Donc, de mon point de vue, ça, c'est 3 qui est relativement facile. Et le 4e, je suis certain que tu ne... Bon, il y a des très bonnes chances que tu n'aies jamais entendu parler, mais juste en lisant le mot, tu vas pouvoir te déduire. Mettons, c'est un examen aujourd'hui, puis tu n'as pas étudié ou tu n'as pas suivi ma capsule, puis je te dis la fonction du nerf oculomoteur, ben, tu peux pas mal le déduire, surtout si c'est un choix de réponse. Tu sais, je te dis moteur, musculaire, c'est une réponse musculaire, donc pour permettre un mouvement, évidemment. Puis oculo fait penser à quoi? Bien, oculaire, oculo, œil. Donc, c'est littéralement un nerf qui permet le mouvement de l'œil droit ou de l'œil gauche. Donc, ici, c'est essentiellement ça que je veux que vous reteniez. Le nerf oculomoteur permet certains mouvements de l'œil. En fait, il y a 6 muscles au niveau de votre globe oculaire qui permet de déplacer l'œil dans différentes orientations, vers le haut, le bas, gauche-droite, en diagonale, des choses comme ça. Lui, l'oculomoteur, il va s'occuper de 4 des 6 muscles. Je ne peux pas retenir les chiffres, mais c'est juste pour vous donner une idée qu'il est très important. Donc, il y a plusieurs mouvements qui vont être contrôlés par lui. On a 2 autres nerfs crâniens qui vont s'occuper d'un muscle chacun. Et pour le total des 6, bien, ces 3 nerfs-là travaillent au mouvement de l'œil. Donc, c'est sûr que l'oculomoteur, par rapport aux 2 autres qu'on verra tantôt, s'il est brisé complètement, il y a 4 muscles qui ne fonctionnent pas, donc le mouvement de l'œil va être extrêmement limité. Dans le cas des 2 autres, ben, c'est juste un muscle qui ne contracte pas, donc on pourra se permettre certains mouvements, mais de façon limitée, mais c'est peut-être un peu moins grave de certains points de vue. Donc ici, c'est vraiment une constante, une fonction, je dirais, oculomoteur motrice, hein, c'est pas sensitif, c'est vraiment pour bouger le globe oculaire. Essentiellement, c'est le plus important. Mais je vais en rajouter 2 autres avec l'oculomoteur pour vous dire à quel point il est important. C'est une fonction motrice dans son sens large, pas juste pour le globe oculaire, donc pas juste pour faire déplacer l'œil dans une certaine direction. C'est aussi vrai pour votre cristallin et l'iris qui sert à ajuster la taille de la pupille. Donc l'oculomoteur va permettre, en plus, exemple, de contracter le cristallin ou de le relâcher pour qu'il puisse prendre une forme aplatie ou arrondie. Et ça aussi, on verra ça en séquence 6, mais ça permet justement d'accommoder la vision, dépendamment si vous regardez un objet qui est proche de votre œil ou de loin. Okay? Donc, l'oculomoteur, très important pour accommoder la vision de proche ou de loin comme ça. Donc, il va jouer au niveau du cristallin également. Donc, permet le mouvement du cristallin, permet le mouvement du globe oculaire. Il va même permettre l'ajustement de la pupille, donc le petit point noir au centre de votre œil qui est en fait un trou, une cavité, pour ajuster la quantité de lumière qui va passer. Et pour ça, il faut travailler sur les muscles circulaires. En fait, c'est des muscles qui ont une forme circulaire, qui sont au centre, qui sont à l'intérieur de l'iris, en fait. Donc, en contractant ou en relâchant les différentes couches de muscles circulaires dans l'iris, on va arriver justement à agrandir ou à rapetisser la pupille. Donc, en résumé, l'oculomoteur, 3 choses, permet le mouvement du globe oculaire, permet de changer la forme du cristallin dépendamment si on veut regarder de proche ou de loin. Il peut même ajuster la quantité de lumière qui va passer par la pupille en agrandissant ou en rapetissant la pupille. Et donc, évidemment, je l'ai dit tantôt, ce nerf-là, s'il est complètement sectionné, ben, il y a un très gros problème au niveau de la vision. L'œil ne bouge plus, vous ne pouvez pas ajuster la vision de droite ou de gauche, puis même l'intensité de la lumière, vous ne pourrez pas vous accommoder, vous adapter à la quantité de lumière qui fait noir ou clair. La pupille resterait toujours du même diamètre. Donc, évidemment, la vision serait grandement affectée ici. Donc, voilà pour ça. Maintenant, je vais y aller avec lui ici. Donc, le nerf crânien trochléaire, le 4. J'en parle maintenant parce qu'on est dans le même sujet. Lui, c'est l'autre nerf qui s'occupe du mouvement de l'œil. Il s'occupe d'un seul muscle, donc mouvement du globe oculaire. Il y en a un pour l'œil droit ou gauche, mais il n'y a aucun impact sur le cristallin ou encore la pupille. Donc lui, il s'occupe vraiment
de la contraction d'un seul muscle des 6 présents sur le globe oculaire, donc il permet un certain mouvement, tout simplement. Et il y en a un autre qui fait à peu près la même chose, c'est l'abducens. Donc, le nerf crânien 6, lui, s'occupe du dernier muscle de l'œil. Donc, de mon point de vue, le trochléaire et l'abducens font pas mal la même affaire. C'est des mouvements de l'œil, mais relativement limités parce qu'on contrôle juste un des 6 muscles. Évidemment, c'est un muscle différent pour l'abducens versus le trochléaire. Le collimateur s'occupe de tous les autres muscles, donc les 4 autres qui restent, plus le cristallin, plus le diamant de la pupille. Donc, on se rend compte que l'aspect moteur d'un œil, c'est extrêmement complexe. Hein? On a au moins 3 nerfs différents pour contrôler l'ensemble du fonctionnement mécanique, si vous voulez, de vos yeux. OK, donc ça, c'est réglé. Ensuite, accessoire, donc je vais au bas ici, lui, je vais le régler rapidement. C'est surtout une composante musculaire qui m'intéresse ici. Et on va contracter les muscles associés. Je ne veux pas que vous appreniez les noms de muscles, on va les voir à la fin de la session, là, exemple, le trapèze et tout ça. Donc, c'est pas tant important pour tout de suite, ou le sternocléidomastoïdien et tout ça. Vous seriez plus familier avec ces muscles-là éventuellement. Pour l'instant, on va retenir simplement que le muscle accessoire est important pour la contraction musculaire au niveau du haut des épaules et aussi au niveau du cou. Pour certains muscles du cou, en fait. Pas tous, mais certains. Donc, le haut des épaules, le cou, c'est pas mal ça que je veux que vous reteniez. Okay? Donc, c'est vraiment une composante musculaire. Ensuite, si je vous dis pharyngien, pharynx, peut-être que certaines personnes ont déjà entendu ça. Une pharyngite, it veut dire inflammation, exemple bronchite, inflammation des bronches, méningite, inflammation des méninges, pharyngite, c'est une inflammation de où? Bien, c'est très commun, probablement vous l'avez déjà vécu dans votre vie, c'est une inflammation de la gorge. Pharynx, pharyngien, la gorge. Donc, dans ce cas-ci, ça vous donne déjà un bon indice du rôle de ce nerf-là. Et glosso réfère généralement à la langue. Okay? Donc, le nerf crânien glossopharyngien, ben, c'est surtout l'aspect c'est surtout un nerf à fonction sensitive au niveau de la gorge. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? C'est un nerf, bon, comme je disais tantôt, il peut avoir d'autres fonctions motrices et tout ça, mais j'en parle pas. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment juste ce que je dis, je focus sur le plus important. Donc, vraiment, concept de sensibilité au niveau de la gorge, du pharynx. Et glosso, bien, la langue. Dans ce cas-ci, il faut faire attention, parce que la langue, c'est des muscles pour vous la bouger pendant que vous mastiquez, vous mangez, mais aussi, il y a une fonction de goût. Hein? Il y a des papilles gustatives qu'on verra en séquence 6 pour détecter les différentes saveurs. Donc, réagir à différentes molécules chimiques qui sont présentes dans la nourriture. Alors, ici, glossopharyngien, c'est surtout une partie sensitive. Dans ce cas-ci, pas juste au niveau de la gorge, mais aussi au niveau du goût. Donc, la partie langue, si vous voulez, c'est pour détecter certaines saveurs. Il y a d'autres nerfs crâniens qui s'occupent aussi de participer à amener des influx nerveux associés au goût. C'est bien sûr l'encéphale qui va détecter tout ça, mais c'est important de comprendre qu'une fois certains récepteurs stimulés, et ces récepteurs associés, donc c'est des chimiorécepteurs qu'on verra plus tard, qui sont associés au goût, ben, les influx nerveux transportés par le glossopharyngien vers l'encéphale vont participer à l'analyse de certaines saveurs. On va dire ça comme ça. Donc, c'est ça qui est important, en fait. Au niveau du glossopharyngien. Il faut faire attention parce qu'il y a l'hypoglosse, je le règle tout de suite. Donc, glosso, c'est pas mal la même chose. Donc, lui aussi a rapport avec la langue. Mais dans ce cas-ci, c'est plus un aspect musculaire, donc les mouvements de la langue. Fait qu'il ne faut pas le mélanger avec l'autre glosso. Fait que je vous donne des petits trucs comme ça pour vous aider. Glosso, glosse, langue, mais il y en a un qui s'occupe du goût, l'autre c'est pour l'aspect musculaire. Donc l'hypoglosse, généralement, c'est pour contracter les muscles associés à la langue et permettre ces mouvements, mais il ne participe pas directement dans la perception des saveurs, en fait, ou de la production des influx nerveux associés aux saveurs qui sera éventuellement perçue par certaines régions du cerveau. Okay, donc, évidemment, faut pas mélanger les deux, même si les deux se ressemblent beaucoup, en fait. Et comme je parlais un petit peu du goût, il y en a un autre qui est important pour le goût, c'est le facial ici.
Donc, facial, on a très bien choisi son nom. Premièrement, parce que, ça je veux que vous le sachiez, il y a une composante musculaire, une fonction motrice. En fait, le facial, il est mixte, il y a une fonction sensitive et motrice. Donc, la partie motrice, toutes les expressions de votre visage sont essentiellement, en grande partie en tout cas, contrôlées par le nerf facial. Donc, vous souriez, vous plissez les yeux ou peu importe, les expressions de l'ensemble du visage sont contrôlées par le nerf facial qui fait pas mal de branches. En fait, il fait 5 grandes branches qui vont se diffuser un peu partout au niveau de votre visage et qui permet la contraction de certains muscles pour certaines expressions faciales. Donc, c'est pas à retenir, c'est vraiment de la culture personnelle, mais la paralysie de Bell, si vous avez déjà vu quelqu'un qui a ça, ben c'est une partie du nerf facial qui ne fonctionne pas. Et souvent, il y a une partie de la bouche qui bouge, puis l'autre partie reste fixe. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir des problèmes d'élocution des fois et tout. Mais ça explique, entre autres, qu'il y a une partie des expressions faciales qui ne se fait pas. Donc, non seulement une partie de la bouche est paralysée, mais en plus, il y a certaines expressions qui sont figées, qu'on ne peut pas faire, en fait. Donc, partie musculaire pour les expressions faciales, et l'autre fonction du facial, c'est sensitif, c'est pour le goût aussi. Donc, techniquement, il y a comme 2 nerfs principaux crâniens qui participent à transporter les influx nerveux associés au goût, le glossopharyngien tantôt et le nerf facial. Donc, voilà pour ça. Maintenant, il m'en reste quelques-uns. En fait, il m'en reste 2. Le nerf vague, je le garde pour la fin parce qu'il est particulièrement important pour soins infirmiers, donc je vais y revenir. Je vais y aller avec le trijumeau, qui a une incidence quand même pas mal dans la vie de tous les jours. Je vais vous en parler pour au moins 2 exemples. Donc, tri veut dire 3. C'est un nerf qui fait 3 branches, c'est pour ça qu'on l'appelle trijumeau, en fait. Il y a une composante vraiment sensitive et motrice, et essentiellement, ces 3 branches-là vont se séparer au niveau de votre tête. Il y en a une qui va aller dans la région buccale, au niveau de la bouche. Il y a une autre branche qui va aller au niveau du cuir chevelu, puis il y a une 3e branche qui va même aller au niveau des yeux. C'est pour ça qu'on dit le trijumeau. Et donc, essentiellement, je vous dirais qu'il y a une fonction sensitive au niveau, ou motrice, au niveau de ces 3 régions-là. Tu sais, je ne vais pas plus en détail que ça. Okay? Donc, sensitif, moteur, au niveau de la bouche, des yeux, puis des cheveux, mais on ne va pas plus loin que ça. Par contre, je donne 2 exemples médicaux, surtout que je vais vous retenir. Celui pour la culture, c'est le dentiste. Celui-là, tu ne le sais pas par cœur, c'est pas grave, mais à chaque fois que vous allez vous faire, je ne sais pas moi, arracher une dent, vous allez chez le dentiste, puis qu'il vous pique, on dit, il va nous geler pour ne pas sentir, ben, c'est une des branches du trijumeau que le dentiste va bloquer. En fait, il donne un médicament qui va empêcher la production d'influx nerveux dans la branche qui innerve une partie de la bouche. Donc, évidemment, pour la composante sensitive. Parce que si on ne fait pas ça, bien évidemment, vous allez sentir la douleur, le toucher, tout ça, au niveau du trijumeau. Donc, quand je parlais de composante sensitive, cette branche-là s'occupe de l'aspect oral. Je peux avoir une composante sensitive aussi au niveau de l'œil, une poussière dans l'œil et tout. Donc, le trijumeau va réagir aussi, mais pour sa branche oculaire. Donc, 3 branches comme ça, oculaire, oral, exemple. L'autre qui est plus important pour moi, parce que là, il y a une composante médicale et c'est de la culture personnelle. C'est pas dans vos notes de cours, mais c'est quelque chose que j'aimerais que vous reteniez. Certains virus de l'herpès, va utiliser le trijumeau de façon très, très courante. Et quand on parle de feu sauvage, qui est une affectation très courante au Québec ou en Amérique du Nord, ben, c'est à cause du trijumeau. Donc, c'est sûr que vous allez avoir des patients, des gens dans votre vie qui vont avoir des feux sauvages. Là, je ne veux pas faire de cours de microbiologie, donc la composante microbiologie n'est pas importante pour le cours, mais rapidement, les virus de l'herpès simplex, il y en a 2 types. Un qui est associé aux ITSS, ça c'est une autre histoire, là, aux maladies transmises sexuellement. Donc ça, c'est un type d'herpès, mais l'autre qui est plus commun, qui n'est pas nécessairement plus commun, mais qui est différent, qui est un peu le petit frère, c'est le HSV1, qui va infecter la région buccale. Et que ce soit les herpès simplex, la varicelle, le zona, qui est une variante une complication de la varicelle, il y a 7 virus herpétiques comme ça, ils ont tous le même point commun. Ces virus de l'herpès, peu importe la sorte que vous voyez dans votre carrière, va se déplacer selon certains nerfs. Et il va se cacher dans votre cerveau. En fait, le virus est capable de s'intégrer dans l'ADN de votre cerveau, puis il va vous accompagner jusqu'à votre mort. Puis de temps en temps, il se réactive, puis il va redescendre par les nerfs. Pourquoi je vous raconte tout ça? Bien, dans le cas du trijumeau,
L'herpès simplex de type 1, une fois qu'il est caché, une fois que vous êtes infecté par une personne, exemple, vous embrassez quelqu'un qui a des lésions, puis qui est contagieux, puis qui vous contamine, bien, le virus va se cacher dans les neurones, dans l'ADN du neurone. Puis à un moment donné, sous certaines conditions, la fatigue, l'immunodépression, peu importe, le stress, il peut y avoir plein de choses, le virus se réactive, sort de sa cachette, recommence à faire des bébés. Donc des petits bébés virus qui vont descendre comme ça tout au long du nerf trijumeau. Et généralement, il peut utiliser les deux autres branches, donc exemple aller à l'œil, au cuir chevelu. À l'œil, ça peut être même dangereux des fois, dans certains cas, de perdre la vision, mais donc ça amène une forme plus compliquée de l'infection. Mais très souvent, statistiquement parlant, c'est plus fréquent qu'ils utilisent la branche buccale du trijumeau, et c'est pour ça qu'on voit des lésions autour des lèvres. C'est simplement des lésions suite à la réplication virale qui se fait au niveau des cellules, au niveau de la bouche. Pourquoi? Parce que quitter le cerveau, descendu par le nerf crânien, il utilise le trijumeau, puis ça infecte la bouche. Donc, en fait, c'est vrai que le dentiste utilise cette voie-là pour vous bloquer les sensations de douleur au niveau de la bouche. Parfait. Nous autres, en biologie, ce qui est important pour l'examen, c'est de comprendre qu'il y a une composante sensitive qui permet de détecter les sensations au niveau de la bouche. Mais je voulais quand même vous parler de l'aspect médical. Il y a des virus, certains virus de l'herpès, qui, une fois cachés dans votre cerveau, va descendre par le trijumeau, et ça explique les lésions, ce qu'on appelle le feu sauvage, là, les lésions comme ça. La varicelle, parfois, il y a des gens qui vont se plaindre de sensibilité accrue au niveau de la bouche puis du cuir chevelu. Dans certains cas, c'est un virus herpétique aussi qui peut utiliser différentes voies nerveuses, mais entre autres avec le trijumeau, ça a déjà été démontré. Donc, voilà. Okay? Donc, ça conclut pour le trijumeau. Et le plus important, donc, ils sont tous matière à examen, mais un qui est particulièrement important pour le soin infirmier, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de conditions physiologiques et médicales qui impliquent le nerf vague. Donc, je vais vous donner la matière, puis après, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Le nerf vague, première chose à noter, c'est l'exception. Je vous l'ai dit en début de capsule tantôt, c'est le seul nerf qui ne reste pas coincé dans la boîte crânienne. Donc, je n'avais pas identifié le nerf, là, maintenant, je l'identifie. Donc, tous les nerfs crâniens que je viens de parler sont tous pris dans la tête. Donc, ils sont pris dans votre boîte crânienne et jamais ils vont sortir de là. Exception, le nerf vague, c'est le seul des 12 qui va quitter la boîte crânienne, descendre par la moelle épinière et se diffuser dans votre corps pour aller innerver différents organes. Autant dans la région abdominale que thoracique. On va les voir en détail dans 2 secondes. Donc ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et éventuellement, quand je ferai le système nerveux autonome avec vous, un peu plus tard dans la session, je vais vous parler, entre autres, du système nerveux autonome sympathique et parasympathique. On va se rendre compte que le nerf vague a une fonction parasympathique au niveau d'organes vitaux comme les poumons et le cœur. Mais ça sera une autre histoire. Donc déjà là, exception, c'est le seul qui sort de la boîte crânienne. Maintenant, ce que vous allez noter dans vos notes de cours également, qui n'apparaît pas, mais que je veux que vous sachiez maintenant, c'est que le nerf vague est capable d'innerver 3 types d'organes, en fait. Et ça, vous le notez. Les poumons, le cœur, puis certains organes abdominaux, donc au niveau de la région abdominale, la cavité abdominale. Okay? Donc, cœur, poumon, puis certains organes abdominaux. Ceux qui m'intéressent particulièrement en soins infirmiers. Un jour, vous allez étudier le système digestif et d'autres choses, puis vous allez étudier justement l'effet du nerf vague sur certains organes abdominaux. Mais pour mon bio 1 ou encore le bio 2, pour moi, ce n'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est sa fonction sur les poumons et le cœur. Et ça, c'est la 3e chose que je vous demande de noter. Je suis conscient que je vais un peu plus loin que ce que le cours demande, mais ça va vous servir pour le restant de votre carrière, puis même en bio 2, vous allez en parler un petit peu. Donc, ce que vous allez rajouter maintenant, c'est que le nerf vague est très bien connu pour diminuer la fréquence cardiaque, donc diminuer les contractions du cœur, puis diminuer la fréquence respiratoire, donc votre rythme respiratoire. Et pourquoi je vous achale un petit peu avec ça? Bien, tout simplement parce que vous avez peut-être déjà entendu parler d'une condition qui s'appelle le choc vagal. Hein? C'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais là, vous allez comprendre pourquoi maintenant. Un choc vagal, peu importe la cause, il y a une multitude de causes qui peuvent provoquer un choc vagal chez votre patient. Mais là, vous comprenez que vagal, vague, c'est la même chose. Et un choc vagal, ça, vous pouvez l'écrire également, ça va revenir dans votre deck en soins, je suis certain.
C'est pas compliqué. C'est une surstimulation du nerf vague. Le nerf vague produit trop d'influx nerveux pour X raisons. Et c'est ça qui amène le choc vagal chez la personne. Et là, je suis en train de vous dire que une des fonctions du nerf vague, c'est de transporter des influx nerveux qui contribuent à relâcher les muscles au niveau cardiaque ou respiratoire. Donc, le cœur se contracte moins, les muscles respiratoires se contractent moins, ce qui me permet de diminuer la fréquence cardiaque, diminuer la fréquence respiratoire. Et pour, en fait, 2 questions. La première, à quoi ça peut bien servir chez une personne en santé de diminuer le cœur? Bien évidemment, votre cœur ou vos poumons s'adaptent en fonction de ce que vous vivez. Vous faites de l'exercice, vous êtes stressé, on vous agresse, vous êtes en examen, bien, on a besoin d'augmenter la circulation sanguine, d'augmenter la production ou le transport d'oxygène pour produire un maximum d'énergie. Si tu es en situation d'examen parce que tu veux un maximum d'ATP dans le cerveau pour prendre les bonnes décisions et répondre les bonnes choses à l'examen, tu fais du sport, j'ai besoin de l'ATP dans les muscles. Si tu te fais attaquer, il faut que tu te défendes. Donc, c'est pour ça qu'on augmente la fréquence cardiaque. Le cœur pompe plus vite, le sang circule plus vite, on amène les nutriments, glucose, oxygène plus rapidement aux muscles, au cerveau. Et on augmente la fréquence respiratoire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, si je respire plus vite, je vais chercher plus d'oxygène. Donc, ça, c'est d'autres nerfs qui vont s'occuper de ça. Mais quand tu es relax, puis tu es chez vous, puis tu ne viens pas en danger, puis tu es sur le point de t'endormir, j'ai pas besoin d'avoir le cœur à fréquence cardiaque élevée ou le poumon. Donc, tes besoins métaboliques diminuent. On veut juste te maintenir en vie pendant que tu dors, exemple, ou que tu es relax en écoutant de la musique douce. Donc, on baisse la fréquence cardiaque, puis on baisse la fréquence respiratoire parce que les besoins n'exigent pas une production accrue d'énergie, d'oxygène ou de glucose. Donc, c'est ça la job du nerf vague chez la personne en santé. Quand c'est pas nécessaire de produire l'ATP ou quand la situation exige une diminution de la fréquence cardiaque respiratoire, le nerf vague est activé, on envoie une multitude d'influx nerveux et on baisse. Et le problème, la condition médicale du choc vagal, ça peut être un choc psychologique, un stress incroyable, peu importe. C'est une surstimulation du nerf vague. Et là, je vous pose la question, c'est quoi les symptômes d'une personne qui fait un choc vagal? Le cas classique, là, elle perd, mettons le cas qu'on est habitué de voir, là, elle va perdre connaissance, exemple. Là. Elle s'écrase sur elle-même, perd connaissance, ou si ça ne va pas jusque-là, elle est étourdie, elle se sent faible et tout ça. Donc, pourquoi? C'est très facile à expliquer. Maintenant, je vous pose la question. Exemple, la personne tombe dans les pommes, puis elle perd connaissance, puis on dit que c'est un choc vagal. Pourquoi? Si c'est une surstimulation du nerf vague, comme je t'ai fait écrire tantôt, et que le nerf vague est trop stimulé, qu'est-ce que ça fait? Là, la fréquence cardiaque, elle devient beaucoup trop faible. Et non seulement ta fréquence cardiaque est beaucoup trop faible, mais ta fréquence respiratoire est également trop faible. Donc, dans ce cas-ci, je pose la question, si le cœur ne pompe pas beaucoup, puis les poumons ne font pas la job, est-ce qu'il y a beaucoup d'oxygène qui circule? Non. Donc, la présence d'oxygène est limitée parce que les poumons ne font pas le travail, et elle circule lentement parce que le cœur ne pompe pas assez. Donc, vous avez un manque d'oxygène au niveau du cerveau, ce qui explique les étourdissements, les inconforts, la faiblesse musculaire parce que vous n'avez pas assez d'oxygène pour produire de l'ATP. Puis si vous tombez dans les pommes, puis votre patient perd connaissance, parce que justement, les neurones ne font pas assez d'ATP. Là. Donc, c'est juste ça, le choc vagal. Puis là, ça, c'est important ce que je viens de dire. Je m'attends à ce niveau-là pour l'examen. Maintenant, je trouve une parenthèse culturelle, donc c'est pas nécessaire de le savoir, mais il y a des gens qui aiment ça comprendre un peu plus loin, puis là qui me disent, mais comment ça se fait qu'un choc ou un stress incroyable, vous voyez, une personne proche de vous se faire frapper devant vous puis qui meurt, mettons, là je suis dramatique, on met ça au pire, comment ça se fait que ça fait un choc vagal? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là c'est une situation de stress, ça devrait pas être le nerf vague, ça devrait être les nerfs sympathiques, qu'on verra plus tard dans la session, qui stimulent la contraction cardiaque. Vous avez raison. En fait, c'est un problème neurologique, c'est que si le stress est tellement intense, c'est que le sympathique n'arrive plus à produire les influx nerveux. C'est trop gros, c'est trop fort pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Le système nerveux sympathique associé au stress, qui normalement augmenterait la fréquence cardiaque, il tombe, il se met à off. C'est juste trop gros, il ne fournit pas la tâche. Mais lui, le système parasympathique avec le nerf vague continue à fonctionner tranquillement. Et là, comme l'autre est out, il est dehors de la partie, bien là, il nous reste juste un système. Donc, par erreur, c'est bien sûr une erreur de votre corps, parce qu'on n'est pas parfait, hein? Les réponses biologiques ne sont pas toujours bonnes. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, dans ce cas-ci, c'est le système parasympathique avec le nerf vague qui va être surstimulé parce que l'autre ne fonctionne plus.
Sauf qu'on a l'effet complètement inverse. Au lieu d'augmenter la contraction cardiaque, on la diminue. Le sang ne circule plus assez bien. On peut même avoir des chutes de pression, justement, parce que le cœur ne pompe pas assez. Et ça explique à peu près tous les symptômes associés au nerf vague. Un jour, je vous raconterai ça plus en détail, surtout si on se revoit en bio 2. Mais pour l'instant, pour l'examen, là, je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Là, puis souvent, on parle de la carte. Donc, je résume très rapidement. Là, tous les détails que je viens de dire, c'est quand même relativement important. Mais si on résume simple, le nerf vague, première chose, c'est le seul qui sort de la boîte crânienne. Il contrôle quoi? Cœur, poumon, puis les organes abdominaux. Plus important à comprendre qu'il diminue la fréquence respiratoire, il diminue la fréquence cardiaque. Chez une personne en santé, c'est normal. Si vous êtes relax ou on n'a pas besoin pas beaucoup de besoins énergétiques, bon, on diminue la fréquence respiratoire ou cardiaque. Et dans ce cas-là, on va utiliser le nerf vague. Si on fait du sport, on est stressé, on utilise un autre système qu'on verra plus tard. Et dans les cas de choc vagal, qui est une condition médicale relativement fréquente, je parlais d'un stress intense, mais il peut y avoir d'autres conditions, peu importe. Il y en a que c'est juste des problèmes neurologiques. Hein, ils font des chocs vagales de façon chronique, sans trop savoir pourquoi. Il y a trop d'influx qui part au niveau du nerf vague. Ça peut arriver. Plein de conditions. Mais ce que je vous demande, c'est pas de connaître les conditions, les causes, c'est de comprendre l'implication. Donc, si je stimule trop le nerf vague, ben, le cœur est beaucoup trop ralenti, les poumons sont beaucoup trop ralentis, manque d'oxygène au niveau des muscles, faiblesse musculaire, au niveau du cerveau, coma ou perte de connaissance. Puis si on ne va pas jusque-là, ben, ça peut être juste des maux de tête, étourdis, confusion, parce qu'on n'est pas capable d'utiliser les neurones convenablement. Okay? Donc, si vous êtes capable, comme ça, un peu de comprendre les symptômes associés au choc vagal versus une surstimulation du nerf vague, en ce qui me concerne, ben, c'est mission accomplie, là, je ne vous en demande pas plus. Okay, donc ici, c'est pas très compliqué, c'est des questions un peu de par cœur. Optique fait quoi? C'est la fonction de chacun de ces nerfs-là. Donc, ben, c'est ça, c'est un effort d'étude, puis une fois que c'est maîtrisé, bien évidemment, ça va devenir beaucoup plus simple.